Bonsoir à tous, Bonsoir à tous. merci d'être venus. Oui, c'est bien ici qu'on va parler des dindes. On va vous expliquer après pourquoi. Donc l'intitulé de cette présentation, c'est Menaces sur l'équipe projet. Et plus exactement, on va parler des processus et des enjeux psychologiques qui interviennent dans le travail en équipe. Très rapidement, je vais te laisser te présenter. Donc, à votre gauche, c'est moi. Donc, je m'appelle David Védis. Je suis maître de conférence en psychologie sociale à l'université Paris 10 Descartes. Paris 10, Paris 5, Paris Descartes. Je suis anciennement à Paris 10, alors c'est pour ça. Et donc, moi, mon thème principal, c'est la psychologie sociale. C'est normal. C'est pas pour vous le micro, c'est que pour la caméra, si j'ai bien saisi. Mais on peut parler plus fort. Mais on peut parler plus fort si vous souhaitez. Ok. Et donc, à côté, c'est moi, coach agile. J'ai été Scrum Master, Product Owner. J'ai pas mal travaillé en équipe. J'ai vécu pas mal de situations qu'on va vous décrire tout à l'heure. Alors, les individus et leurs interactions. C'est censé parler à tous ceux qui travaillent plus ou moins dans l'agilité. C'est la première valeur. Donc là, on a présenté cette conférence à l'Agile France en 2016. 15 ans avant le manifeste Agile, avec cette fameuse valeur des interactions et des individus. Encore un peu avant, Scrum. Je passe avant, il y avait eu aussi Lean dans les années 50, etc. Mais la psychologie sociale, qui est la science qui s'intéresse aux interactions entre les individus, ça date de un peu plus d'un siècle par rapport à tout ça. Et pourtant, c'est assez méconnu. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est en gros d'emboîter les connaissances de la psychologie sociale qu'il y a depuis à peu près un siècle, avec ce qui se fait dans l'agilité et quelles réponses on peut apporter à ces biais qu'on peut retrouver dans le travail en équipe. Donc, pour commencer, il va falloir que je vous explique un peu ce que c'est que la psychologie sociale. Donc, assez rapidement. Donc, déjà, la psychologie, généralement, c'est un concept que tout le monde connaît, que personne ne sait définir. Donc, on va essayer de vous présenter de quoi il s'agit. Donc, la psychosociale, c'est de la psychologie. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux états mentaux, aux processus mentaux et aux comportements chez l'humain. À part que la psychologie sociale va se focaliser sur un point important qui est le contexte social, le contexte dans lequel se déroule l'action, l'interaction, etc. Et notamment sur l'impact de quelque chose qui est important, c'est autrui. Que cet autrui soit présent de manière réelle ou de manière symbolique. Un exemple très simple, c'est l'agent de police. D'accord ? Vous roulez en voiture. Vous roulez un peu vite peut-être, imaginons. Vous voyez un agent de police, votre comportement va changer. D'accord ? Là, il y a une présence réelle qui a un impact sur votre comportement, par exemple. Maintenant, on prend un deuxième exemple où cette fois-ci, on enlève l'agent de police. Vous êtes tout seul sur une rue, une voie déserte, un grand chemin, au milieu de la campagne, il y a une vue parfaite, il fait nuit, il n'y a aucune autre voiture, il n'y a aucun policier, etc. Et au milieu, il y a un stop. Vous vous arrêtez. Du moins, vous allez vous ralentir à minima. Donc ça, c'est la psychologie sociale, l'impact du contexte social. Ce qu'elle va dire, c'est que notamment, finalement, nos comportements sont déterminés par le contexte social dans lequel on est. Et la première question que vous pourriez vous poser, et c'est très juste de se la poser, c'est est-ce que c'est véritablement le cas ? Est-ce que nos comportements sont déterminés par le contexte social dans lequel on évolue ? Et pour ça, je vais devoir aborder une question qui est essentielle, c'est que connaissez-vous de la dinde ? Et c'est une vraie question. Si je vous dis dinde, directement, vous avez des représentations sociales qui viennent. Ok ? Alors déjà, je vais simplifier, on ne parle pas de l'aliment, mais on s'intéresse au comportement de la dinde. Donc qu'est-ce que vous connaissez sur le comportement de la dinde ? Ça court vite. Ouais. Ça bouffe les doigts. Ok. Alors, plus exactement, moi, je vais vous donner quelques indices. Vous avez ici une dinde, et ici les dindonos. D'accord ? Je rappelle aussi, le mâle de la dinde, c'est le dindron. Bien. Qu'est-ce qui va se passer ? La dinde, comme beaucoup d'autres animaux, va être en grande partie programmée. C'est-à-dire qu'elle est génétiquement programmée pour répondre à son environnement. Et une grande partie de son comportement est déterminé, est inscrit initialement dans les gènes. Pour exemple, vous devez connaître au niveau des animaux ce qu'on appelle la notion d'empreinte. Ça vous dit quelque chose ? La notion d'empreinte, vous prenez une oie par exemple, ou un oison, la jeune oie, et la première personne, quelle que soit l'espèce que l'oison va voir, sera considérée comme la figure maternelle. Et il va suivre, enfin l'oison va suivre, arrivé à l'âge adulte même,
la personne qui l'aura comme figure maternelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la notion d'empreinte. D'autres types de choses, que ce qu'on appelle des réactions qui sont programmées, c'est-à-dire qu'ils vont réagir à des stimuli. D'accord ? C'est-à-dire que, pour exemple, les oiseaux, très souvent, dans un nid, ils vont s'occuper du nid uniquement s'il y a suffisamment d'œufs dans le nid. Et ça, c'est quelque chose qui est uniquement programmé avec des phéromones. Donc des réactions qui sont automatiques. Concernant la dinde, il y a un élément qui est intéressant, c'est que l'intérêt de la dinde pour son dindono est lié à un son. D'accord ? C'est-à-dire que l'intérêt va être stimulé par un son. Ce son-là, c'est le son du jeune dindono. Vous savez ce que fait le jeune dindono ? Est-ce que quelqu'un est expert en imitation du jeune dindono ? Non ? Vous êtes tous venus ici en parlant de dinde, donc vous vous êtes dit, il doit dire ça. Bon, alors le dindono, il fait un petit tchic, 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 un truc un peu comme ça. J'ai une formation très spécifique en bruit de dindono. Donc, je vais vous parler d'une expérience assez simple, en éthologie, donc la science qui étudie le comportement des animaux, par Fox en 1974. Donc, ce que va faire Fox, c'est qu'il va prendre différentes dindes, vous prenez une dinde, vous la mettez dans une cage, et vous allez la mettre en interaction avec un dindono, un jeune dindono. Pour simplifier un petit peu les choses, ce dindono, il est empaillé. C'est quand même beaucoup plus simple à gérer. Et vous allez le faire rentrer dans la cage sur les petites roulettes. Avec un magnétophone qui fait tchic, 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 tchic. Donc ça doit être un dindono empaillé. Il y a une réaction automatique. Par conséquent, que fait la dinde ? Elle s'occupe du jeune dindono empaillé et elle le met sous son aile. Elle s'occupe de lui. Ok ? Ça, c'est la réaction normale de la dinde. Si jamais on enlève ce petit magnétophone qui fait tchic, 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 qui stimule donc l'intérêt de la dinde, on fait rentrer le petit dindono sur une roulette, à ce moment-là, la dinde va se désintéresser du dindono, comme s'il était malade ou autre, voire même le chasser, le tuer. Donc ça, c'est le cas premier avec la dinde. Deuxième exemple qui est important, c'est dans son état naturel, la dinde a certains prédateurs. D'accord ? C'est-à-dire qu'en Amérique, par exemple, la dinde va être confrontée à des putois, des belettes, etc. Ces belettes sont des prédateurs naturels, par conséquent, elle va défendre son territoire, et c'est les dindonos par exemple, des belettes. Donc si on prend une belette empaillée, il y a un stimulus, il va y avoir une réponse automatique. Il faut rentrer une martre exactement ici, empaillée dans la cage de la dinde, et là, la dinde attaque le putois et le fier. Mais parce qu'on est des chercheurs, on aime bien s'amuser un petit peu de temps en temps. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire rentrer le putois avec un petit tchic tchic tchic. Et là, elle fait quoi la dinde ? C'est une vraie expérience, hein, ils l'ont vraiment fait. Elle le prend sous son aile. Donc si on résume un petit peu le comportement de la dinde. Première conclusion, qui est évidente, c'est pas bien malin une dinde. Ok. La deuxième, c'est qu'on connaît assez mal la dinde. C'est-à-dire que si je vous avais demandé comment elle réagissait, naturellement, vous m'auriez dit, enfin, vous auriez peut-être pas été capable de me dire exactement ce qu'il en était concernant cette dinde et ses réactions programmées. Et la conclusion numéro 3, je vais la formuler différemment, sous la forme d'une question, en vous disant, est-ce que vous pensez finalement que vous connaissez mieux l'humain ? Et la question qu'on va se poser dorénavant, c'est est-ce que finalement l'humain est meilleur que la dinde, en comparant la dinde à l'humain ? Je te passe, je crois que c'est juste après. Pardon. Donc du coup, la question étant de savoir qui est le plus malin entre la dinde et l'humain, il faut savoir une chose, c'est que si la dinde est programmée de manière génétique, d'accord, à la naissance, elle est déjà directement adaptée, au niveau de l'humain, c'est un petit peu différent, puisque lui, il est socialement programmé. Mais il est quand même programmé par des schèmes sociaux, des réactions sociales. C'est-à-dire qu'il est déterminé par son contexte social. Et je vais laisser maintenant la parole à Adrien pour parler de photocopieuse. Voilà. Oui, parce qu'après les dindes, les putois, etc., les chercheurs sont aussi amusés avec des êtres humains et des photocopieuses qui ne sont pas empaillés, je vous rassure, il n'y a plus de ça. 77. Vous êtes devant une photocopieuse, en train de faire votre paquet de photocopies, et un compère, donc le compère c'est un complice dans l'expérience, vient vous poser une question toute simple. Excusez-moi, je n'ai que 5 pages, est-ce que je peux passer devant vous ? Cette situation, vous l'avez déjà vécue au supermarché. Vous êtes en train de faire vos courses et il y a quelqu'un qui est derrière, excusez-moi, est-ce que je peux passer devant vous ? À votre avis, qu'est-ce qui se passe ? On laisse passer, ouais. 62% des gens laissent passer parce que, dans l'ensemble quand même, on est des gens civilisés, on est assez polis. Bon, ça peut dépendre de notre humeur, etc., mais le plus souvent, laisse passer.
ça peut dépendre de notre humeur, du contexte, etc. C'est pour ça que c'est une tendance, 62%. Deuxième type de demande, cette fois la demande elle va être motivée par un parce que. Excusez-moi, est-ce que je peux passer devant vous? Parce que je suis pressé. À votre avis, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ça augmente, ça baisse. Qui dit plus, qui dit moins, ouais. 94% des gens laissent passer. Là, c'est une forte tendance quand même. Et comme les chercheurs vraiment sont joueurs, une troisième demande, avec un parce que, mais qui n'est pas vraiment motivé. Un faux parce que. Est-ce que je peux passer devant vous parce qu'il faut que je fasse des photocopies? Voilà. En gros, est-ce que je peux passer devant vous parce que je veux vous passer devant? Okay. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Plus que 62, ça n'a pas changé. Ça baisse, moins de 62. 93% des gens laissent passer la personne. Est-ce que vous voyez une sorte de similitude entre le chip et le parce que? Est-ce qu'on est vraiment différent dans notre manière de réagir par rapport à la dinde, par rapport à son stimuli? En fait, cette phrase est très importante. Nos comportements sont déterminés par le contexte social dans lequel nous évoluons, sans même nous en rendre compte. Parce qu'on ne va pas dire « Ah tiens, il a dit parce que, alors je vais plus le laisser passer ». C'est involontaire, c'est inconscient. Mais c'est le contexte social qui va déterminer nos réactions. Pour aller un petit peu plus loin là-dedans, on va suivre la semaine type de Régis. Régis est Scrum Master, et ça c'est son équipe. En fait, il est Scrum Master, mais il travaille plus ou moins en Agile, plus ou moins en Scrum, plus ou moins en cycle en V. Il travaille un peu comme il peut en fait. Il essaye des trucs, il essaye que ça se passe au mieux. Le lundi, c'est l'heure de la réunion de planification. En fait, cette équipe, elle a une mission toute simple. Et il y a un petit souci avec la dernière étoile noire, l'étoile de la mort. Et du coup, il faudrait peut-être en faire une autre, un peu plus solide. Ce qu'on leur a demandé, pour les 2 mois à venir, c'est de créer le canon gauche. Voilà. Au tout début, on va commencer par le canon. Dans 2 mois, il y a ça à faire. Bon, ils discutent, ils se posent la question, est-ce que ça peut tenir dans 2 mois? Chacun discute un petit peu, et puis au final, ouais, ça va. Franchement, en 2 mois, on va le faire, pas de problème. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de discussion? On a un biais d'optimisme. Le biais d'optimisme, c'est très simple. Plus votre horizon est lointain, plus vous êtes confiant. Ça va, c'est dans 2 mois, facile. On l'a tous vécu. Voilà, il y a un peu le syndrome de l'étudiant derrière aussi. Le biais de partage d'informations. Ce qui s'est passé pendant la réunion, c'est que chacun s'est dit « Ah, 2 mois, c'est un peu short parce qu'il y a tel petit souci. » Tout le monde s'est dit ça. Sauf que c'était pas le même petit souci. Chacun a un petit caillou dans la chaussure. Et quand on va cumuler tous ces cailloux dans la chaussure, ça va faire une bonne grosse pierre. Le biais de partage d'informations, en fait, c'est on a tendance à partager les informations qui sont connues par tout le monde. Dommage. Les informations qu'on va être le seul à connaître, on ne va pas forcément la diffuser, parce qu'on ne sait pas qu'on est le seul à la connaître. Puis on va peut-être aussi un peu la garder pour nous. Parce que des fois, l'information, c'est le pouvoir, etc. Mais inconsciemment, on va le garder pour nous. Autre point, l'effet de gel de décision. Quand on prend une décision en groupe, c'est d'autant plus dur de revenir dessus. Parce que c'est une décision collective. Donc individuellement, on va avoir plus de mal à revenir dessus. Et le dernier point, c'est le piège de l'engagement. On s'est engagé à faire ça pour dans 2 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, je vais laisser la main à David. Alors le piège d'abscon ou piège de l'engagement, c'est une situation qui est assez commune en fait. C'est celle qui arrive lorsqu'on prend une décision. Donc très souvent en réalité. Alors un exemple très concret de ce piège de l'engagement, c'est celui où vous êtes amené à prendre une décision initiale, c'est-à-dire que vous avez par exemple un vieux véhicule, et vous hésitez à vous en séparer, vous dites bon, ça vaut le coup encore, faut que vous refassiez le contrôle technique, différentes choses comme ça, vous dites bon, elle vaut 1200 €, soit je la vends maintenant, soit j'attends un peu, je vais voir. Et bon, finalement, vous prenez une décision, vous dites bon, ok, je vais la garder. Donc vous gardez votre véhicule, et ça, c'est ce qu'on appelle le gel de la décision. Vous avez pris cette décision-là, et maintenant, le piège est refermé, vous avez commencé à prendre votre décision, vous allez difficilement revenir dessus. Premier exemple, vous allez commencer par devoir faire le contrôle technique. Donc vous faites le contrôle technique,
Vous savez, pour 80 €. OK. Mais au contrôle technique, vous vous rendez compte vous vous rendez finalement compte qu'il faut changer les pneus. Hein, c'est le contre-visite, donc finalement, vous changez les pneus. Vous allez voir un petit garagiste qui vous fait ça, un gars sympa que vous connaissez. Il vous propose de changer les pneus, il faut changer les 4 pneus, vous avez pour 250 € quand même en plus. Et en même temps, il vous dit, bon, par contre, oui, il faut changer la pompe à eau, parce qu'il y a un petit problème. Alors, vous avez déjà engagé ces frais-là, vous dites, bon, ok, pompe à eau, ça va aller, vous changez la pompe à eau. Une fois qu'il a changé la pompe à eau, vous faites, bon, alors finalement, il y a aussi une chose, bon, c'est peut-être pas pressé, mais d'ici 6 mois, je pense qu'il faut commencer à regarder au niveau de l'alternateur, parce qu'il est un peu fragile. Et vous le ferez. C'est-à-dire que finalement, vous changerez l'alternateur aussi. Conclusion, facture, première facture, pour garder votre véhicule qui valait 1200 € à tout casser, plus de 1100 €. Ça, c'est ce qu'on appelle le piège de l'engagement. À savoir que si vous aviez connu toutes ces informations-là avant de prendre vos décisions, vous auriez sûrement pas pris la décision. Mais une fois que vous l'avez prise et que vous avez commencé à engager des frais, ou engager d'autres décisions, vous aurez du mal à revenir dessus. Donc, on ne va pas arrêter tout de suite cette décision, et c'est un piège qu'on va faire tout seul. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui vous piège. Ça, il y a des techniques qui existent, ce qu'on appelle les techniques d'engagement, pour vous amener à faire quelque chose que vous n'auriez pas voulu faire directement. Mais là, c'est différent, vous vous piégez tout seul. Donc ce piège d'abscon, il va arriver notamment lorsqu'il y a on décide de s'engager dans une dépense, que ce soit une dépense d'argent, de temps, d'énergie, pour atteindre un but, mais le but, il est incertain. C'est-à-dire que pour atteindre ce but, il est assez difficile de savoir exactement ce que vous allez devoir faire, combien ça va coûter. Et chaque micro-dépense, chaque petit pas que vous faites, ça vous rapproche du but, mais ça vous engage également davantage. Ce qu'on appelle aussi une escalade d'engagement. Et vous allez devoir continuer cet engagement jusqu'à ce qu'à un moment, vous décidiez activement, concrètement, vous dites non, j'arrête maintenant, on arrête les frais, on s'arrête là. Et ça va arriver notamment lorsqu'on ne se donne pas de limite en amont, c'est-à-dire quand vous ne dites pas si j'arrive à tel niveau, on arrête, ou si on rencontre telle ou telle difficulté, on arrête. Alors un exemple très simple quand même de piège d'abscon, encore plus concret, c'est finalement dans le cadre professionnel, on est amené tout le temps à avoir des prises d'engagement. Imaginons que ce soit avec un client, que ce soit avec des actionnaires, avec les citoyens, on est tous amenés régulièrement à faire des engagements. Mais parfois, ce sont des mauvaises décisions. Voilà. Et ce qui est difficile, c'est que plus on avance dans le temps, plus ça va être difficile d'arrêter ses coups. Alors un exemple très simple, c'est que, est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Ça vous dit quelque chose ou pas? Ouais, l'accélérateur de particules. Vous savez, c'est la nouvelle centrale nucléaire ITER, le truc révolutionnaire qui va changer le monde. Bon, alors, en 2003, ça c'est l'objectif initial sur le papier. Ça va coûter 5 milliards d'euros, et c'est prêt pour 2010. Et du coup, l'énergie peu chère, super efficace, etc. On est en 2016. Plus 19 milliards. Plus 19 milliards. 5 milliards, on a rajouté 19 milliards, on est déjà à 24 milliards. Et on sait que c'est pas prêt de marcher avant 2025. Et on sait qu'il y a beaucoup de réserves quant au fait que ce soit réalisable. Il y a beaucoup d'experts qui disent, bon, finalement, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais bon, on a fait des petits pas. On en est là. C'est pas fini. Tout ce qu'on vient de vous présenter et tout ce que vient de détailler David, c'est bien, c'est sympa, ok, on a un constat, mais et qu'est-ce qu'on fait sur les différents biais, moi, que je vous ai expliqué tout à l'heure, typiquement, le biais de partage d'informations. Je ne sais pas, ceux qui travaillent aujourd'hui en Agile, qui font des estimations avec du planning poker, des choses comme ça, il y a une tendance à dire, bon, si tout le monde a mis la même note, c'est bon, c'est estimé tout de suite, on n'en parle plus. Oui, sauf que tout le monde a mis la même note, mais pas pour les mêmes raisons. Ne pas faire s'exprimer les gens, c'est faire en sorte que chacun garde son petit caillou dans la chaussure. Et donc on ne sait pas pourquoi les gens ont estimé ça. C'est important de faire parler tout le monde, vraiment. Sur le piège abscon, le piège de l'engagement, moi j'ai changé mes pratiques depuis que j'ai vu ça. Quand on fait des estimations détaillées sur les tâches, en se disant voilà, on va faire ça dans la semaine à venir. Je leur dis toujours, voilà, vous avez un élément, une user story, un truc à faire. Vous avez estimé que ça va vous prendre 15 heures de charge. Quand vous arrivez à 25 ou 30, vous arrêtez. C'est en gros, on arrête de se piéger. Sinon, on va passer tout notre temps à bosser là-dessus. J'ai vécu pas mal de sprints où, en gros, on a bossé sur un truc. Et puis, ça marchait pas, mais on a donné. Et puis, à la fin, limite, ouais, c'est bon, on a réussi, ça marche. Ouais, mais on a fait 15% de ce qu'on avait prévu. Il faut arrêter les frais. Il faut éviter de tomber dans les plus 19 milliards. Et ce qui est important, ce que dit David, c'est en gros, on va dans quelque chose qui est incertain. Un projet informatique, c'est quelque chose d'incertain. On avance à petits pas, on ne sait pas exactement où on va. Et si on ne se met pas des barrières en amont,
on les mettra pas plus tard, et donc on s'arrêtera jamais. Voilà. Le mardi, une petite séance d'estimation et de prédiction. On va essayer de prévoir ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir de la normalisation, du conformisme et de la persuasion. La normalisation, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle situation arrive, quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. On va l'analyser, on va en discuter. Et puis on va en créer une norme. La prochaine fois qu'une situation similaire va arriver, on va moins réfléchir, on va directement reprendre cette norme et dire ok, on se conforme à ça. Le conformisme, David va vous l'expliquer juste après. La persuasion, c'est, on va dire, plus simple à expliquer. Vous avez l'expert, vous avez le leader, etc. Il va parler en premier, tout le monde va dire oh là là, ok, c'est lui, donc je suis. Et j'explique pas. Le conformisme. Donc pour parler de conformisme, on est obligé de parler de Solomon Asch. Donc Solomon Asch, c'est un chercheur très connu en psychologie sociale qui a mis en place des études sur le conformisme. Donc ce qu'il propose, c'est à des participants de faire une tâche de discrimination visuelle. Un truc assez simple, assez objectif. On leur demande de regarder une ligne de référence et de dire parmi 3 autres propositions, A, B ou C, laquelle est identique à la ligne de référence. Donc ça, c'est leur consigne. Et cette réponse, ils doivent la donner de manière orale auprès d'autres personnes, c'est-à-dire qu'ils sont 9 dans la salle. Et on va faire 18 essais. Donc au cours des 6 premiers essais, tout se passe bien. À savoir qu'on leur propose une ligne de référence. On leur propose 3 barres. Et là, c'est assez évident. Vous dites, la bonne réponse, c'est C, ouais, pas de souci. Et donc, alors, vous êtes dans cette salle-là et vous êtes le 8e à parler. Le ou la 8e à parler. Et le premier, il dit C, le deuxième C, troisième C, quatrième C, 5e C, 6e C, 7e C, ça vous parle, C. Ok, le 8e C. Tout va bien. Premier essai, deuxième essai, troisième essai, quatrième essai, 5e essai, tout se passe bien. Arrivé au 7e essai, il y a une barre de référence toujours. Il y a une réponse qui semble assez évidente. Si ce n'est que la première personne qui a parlé va dire B, le deuxième B, le troisième B, le quatrième B, 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 et là c'est à vous de parler. Et là vous prenez plus de temps pour répondre. Soit vous faites A, ou alors B, et vous allez commencer à donner une réponse qui n'est pas la bonne réponse. Et ça va continuer sur plusieurs séries, où, par exemple pour une nouvelle série, encore une fois, l'ensemble va dire A, la bonne réponse étant B, et la majorité des personnes vont se conformer. Donc ce qu'on voit, c'est que les personnes vont se conformer à la majorité, c'est-à-dire qu'elles vont adopter le point de vue de la majorité, même si elles savent ou elles pensent que c'est la mauvaise réponse. Et ça va être fait pour 2 raisons. D'une part, la peur du jugement des autres. En gros, je ne vais pas mettre le groupe ado ou les autres ados. Ou encore un doute, ça va parfois mettre un doute même concernant leur propre capacité à percevoir convenablement. J'ai peut-être fait une erreur. Si tout le monde dit ça, c'est qu'ils doivent avoir raison. Et ça, c'est le conformisme. Alors bien sûr, dans cette étude-là, vous avez bien compris que les 8 premières personnes étaient des compères. Concernant la persuasion, donc il y a plusieurs modèles, mais il y a le modèle qui est le plus pertinent aujourd'hui, qui est le plus valide, on va dire, date de la fin des années 80, ce qu'on appelle le modèle dual de la persuasion. À savoir que quand on est amené il y a une tentative d'influence, pour simplifier, vous allez être amené à traiter l'information de 2 manières différentes, d'où modèle dual. La manière possible, c'est ce qu'on appelle un traitement central de l'information, si on va dire entre guillemets la bonne manière. Ça, vous allez faire un traitement central quand vous êtes capable et motivé. C'est-à-dire que vous avez des capacités à traiter cette information-là, ça parle d'informatique, ça parle de... c'est jouable. Et quand vous êtes motivé, c'est quelque chose pour lequel vous êtes impliqué, ça vous concerne. À ce moment-là, vous faites un traitement central de l'information, vous traitez l'ensemble des informations, vous traitez de manière profonde l'information. C'est long. Ça prend du temps de traiter l'information comme ça. C'est coûteux, en termes cognitifs. Cognitivement, c'est coûteux. Dans d'autres situations, vous allez faire ce qu'on appelle un traitement périphérique de l'information. Cette fois-ci, c'est rapide, c'est automatique. Ce qu'on appelle le traitement périphérique de l'information, c'est rapide, automatique, on fait appel à des heuristiques, donc à des règles dictées, toutes faites. Par exemple, l'expert a toujours raison. C'est l'expert, ok, il doit avoir raison, je ne suis pas très motivé, ou je ne suis pas capable, oui, il a dit ça, il connaît son domaine, je le laisse faire. Ou je fais confiance à Régis, il nous a toujours bien marché, donc Régis il doit savoir ce qu'il fait, donc ok.
Et ces raccourcis mentaux, ça va être parfois aussi des stéréotypes. On fait appel à des stéréotypes. Même chose par rapport à ces constats, c'est bien, mais on fait quoi? À votre avis, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans une équipe? On veut que les gens ils passent par quel modèle? Forcément, on veut que les gens ils passent par celui-là. Derrière, il y a écrit capacité et motivation. Motivation, alors en tant que coach agile ou en tant que Scrum Master, motiver son équipe, c'est une grosse partie du job. Les gens n'ont pas envie de le faire, ils passeront jamais là-dedans. Et derrière, il y a capacité. Est-ce que tous les gens sont capables de traiter cette information de manière centralisée, avec tous les paramètres, etc. Pas tout le temps. Certaines personnes vont pouvoir le faire, d'autres non, parce qu'ils n'auront pas les capacités, ils n'auront pas l'expertise sur ces sujets-là. Pour éviter le coup de l'expert a toujours raison, je vais revenir sur la séance de planning poker. Je ne fais pas parler les extrêmes, les notes extrêmes en premier. Parce que si dans les notes extrêmes, il y a l'expert, bah, il va parler en premier, et tous les autres, ils vont faire « Ah, c'est l'expert, il a dit ça. » Ok. Donc, il y a aussi un travail de se dire, tiens, sur tel sujet, a priori, c'est plutôt lui l'expert, ou alors c'est plutôt lui. Et d'essayer de le faire parler en dernier. Pas forcément une règle immuable de je fais d'abord parler le plus petit ou le plus grand, etc. Varier pour essayer de détecter aussi ceux qui vont prendre du leadership, que les autres vont suivre forcément, essayer de les faire parler en dernier. Ça peut prendre du temps de les détecter, mais c'est hyper important. Sinon, vous allez avoir une personne qui va décider pour le reste de l'équipe. Voilà. Et comme je le rappelle, comme les décisions sont prises en groupe, on ne revient pas dessus, on se piège ensemble, etc. Donc c'est magnifique. Tout ça se cumule, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. L'entretien avec le responsable hiérarchique. Statut, pouvoir, autorité. Est-ce que vous savez faire la différence? Est-ce que vous connaissez la différence entre statut, pouvoir et autorité? Comme ça. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer les différences? Pour vous aider, je peux vous poser une autre question plus simple. Est-ce que vous connaissez une personnalité, quelqu'un qui a un statut, mais n'a pas forcément de pouvoir ou d'autorité? Parfaitement. La reine d'Angleterre. À l'inverse, un président de la République en France en fin de mandat, en général, il a toujours du pouvoir et de l'autorité. Par contre, son statut en a pris un sérieux coup au fil des années. Voilà. Je te laisse... Donc, nous, on va se centrer ici sur le pouvoir. Parce que le pouvoir, l'avantage, le cas spécifique du pouvoir, c'est que ça se délègue, le pouvoir. Quand vous avez une somme de pouvoir, vous le divisez, vous devenez des sous-responsables, et ils ont du pouvoir. Donc, c'est quelque chose qui peut facilement changer. Le pouvoir, ça a des conséquences sur le comportement. Principalement, le fait de donner du pouvoir à des personnes va amener ces personnes à être plus libérées au niveau de leur comportement et avoir une expression plus importante de leur comportement. Donc comment est-ce qu'on peut donner du pouvoir à des personnes? Donc effectivement, vous mettez quelqu'un devient responsable, il peut avoir du pouvoir, ou d'un niveau expérimental, c'est ce qu'on fait nous ici, on va donner à certaines personnes la capacité à pouvoir influencer les autres. Car ça, le pouvoir, c'est le fait de pouvoir distribuer des richesses, enfin, distribuer des ressources et de décider pour les autres. Donc certaines personnes ont la possibilité de décider pour les autres subissent la décision des autres. Donc certains ont du pouvoir, d'autres n'en ont pas. Et bien ceux qui ont du pouvoir, quand on induit ce pouvoir-là, on va montrer qu'ils vont avoir plus de comportements de drague. C'est-à-dire que face à des comportements où on peut mesurer ça, les hommes vont avoir plus facilement des comportements de drague. Je vous laisse imaginer un peu ce que vous avez comme exemple sur ces comportements de drague avec des personnes qui pourraient avoir des hautes fonctions de pouvoir. Davantage gestuels. Les personnes se permettent plus facilement de prendre de l'espace. Drague? Culturellement, plutôt les hommes. Les études ici étaient faites sur les hommes. Après, concernant les femmes, il y a d'autres éléments qui arrivent sur le pouvoir, notamment par exemple la taille des épaulettes. Les femmes à qui on donne du pouvoir ont une plus grande taille d'épaulettes. Là, ici, cette étude-là, surtout sur les hommes. Donc, plus de gestuels. Ils vont davantage prendre de risques. C'est-à-dire qu'ils vont en fait moins tenir compte de la vie des autres pour les prises de décision. Et donc, ils prennent plus de risques, notamment. Des décisions plus risquées. Et enfin, dernière étude rigolote, ils vont davantage laisser de miettes et manger des gâteaux. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez une étude où des personnes, vous allez leur donner du pouvoir ou ne pas leur donner de pouvoir, et on leur dit, pour cette étude-là, on s'intéresse à la capacité de concentration, selon que vous ayez mangé ou pas, donc venez à jeun. Donc, ils viennent tous à jeun. Ils participent à l'étude et on leur laisse des petits gâteaux. Tout le monde se retrouve dans le lit avec
un même nombre de petits gâteaux. Ceux chez qui on a activé du pouvoir, en moyenne, vont manger davantage de biscuits. Et par ailleurs, toutes choses égales par ailleurs, ils vont laisser la table de manière plus sale que ceux chez qui on n'a pas activé du pouvoir. Donc ça, c'est l'activation du pouvoir. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire après? Alors, autre chose, pouvoir et perspective. C'est-à-dire qu'en termes de prise de décision, le fait d'avoir du pouvoir modifie votre prise de perspective. Qu'est-ce qu'on entend par une prise de perspective? Dessinez-moi un E sur votre front. Imaginez que vous ayez un stylo. Ne faites pas vraiment, hein, ça fait nul après. Donc, Faites avec imaginez votre que vous ayez un doigt stylo, plutôt. vous avez le droit, mais dessinez un E. Imaginez. Comment vous dessinez un E? Allez-y, faites-le. Allez-y. Alors, il y a deux manières de pouvoir dessiner un E. Il y en a un qui est orienté vers autrui, c'est-à-dire comme si je vous montrais une courbe de croissance. Je pourrais vous la montrer comme ça, si je m'oriente vers vous. Ou alors, je l'oriente vers moi. Courbe de croissance. Okay, pareil pour un E, soit vers moi, soit vers vous. Et bien, ce qu'on va montrer, c'est que suite à une adoption de pouvoir, sur une tâche toute bête comme ça, eh bien, en moyenne, les personnes chez qui on active du pouvoir sont davantage orientées vers eux. Ce qui correspond également au même titre à cette question sur l'orientation, la prise de perspective est moindre. On tient moins compte de la vie d'autrui. Il y a tous ceux qui ont fait un E vers eux là, qui se posent la question. Au même titre, pour expliquer que ça a vraiment un impact sur le comportement, vous connaissez ce qu'on appelle les émotions faciales. Vous avez déjà vu cette série qui s'appelle Lie to Me. Bon, c'est en très grande partie vrai, Lie to Me, avec un très bon expert du domaine. Et bien, ce qu'on montre, c'est lorsqu'il s'agit de reconnaître des émotions faciales, comme celle-ci, eh bien, les personnes chez qui on a activé du pouvoir, donc c'est les mêmes, hein, ça pourrait être n'importe lequel, mais juste on a activé du pouvoir chez eux, eh bien, ils vont faire plus d'erreurs de reconnaissance. Et donc, moins bien reconnaître les émotions. Autre expérience. Ceux qui connaissent, je vais vous demander de ne pas répondre aux questions que je vais poser. L'expérience de la prison de Stanford en 1974. 24 étudiants sélectionnés, testés pour vérifier qu'ils sont normaux. Le normaux, entre guillemets, c'est vérifier qu'ils n'ont pas de pathologie, tout simplement. On les paye, voilà, 15 € par jour, et on va séparer ces étudiants en deux groupes. 12 étudiants d'un côté qui vont être les prisonniers, et 12 étudiants qui vont être les gardes. La répartition est parfaitement aléatoire. Objectif, étudier les comportements de ces 24 étudiants pendant 15 jours. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir étudier comme comportement? Oui, c'est ceux qui connaissent, c'est ça, exactement. Voilà. Il y a un excellent film là-dessus que je vous conseille fortement. Voilà. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Et à votre avis, il y a de ça. Normaux, hein. Oui, la personnalité ne joue pas en fait. Ça va Ils sont tous exacerber équivalents au peut-être. départ, on les a évalués comme étant équivalents et on met la moitié d'un côté en disant vous allez être garde, l'autre moitié vous allez être prisonnier. On aurait pu faire l'inverse. À votre avis, l'expérience a duré combien de temps? Moins de 2 semaines? 2 jours? 2 heures, ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des comportements, alors abusifs, le terme est faible, il y a eu des comportements dangereux, des humiliations physiques, morales, voilà, des punitions collectives, toutes ces petites joyeusetés. Pourtant, ce sont des gens normaux au départ, hein. Et c'est des gens comme vous et moi, qu'on a juste répartis dans 2 équipes. 5 jours, ça a duré. Au bout de 5 jours, c'était trop dangereux. Voilà. Et c'était des gens normaux, comme vous et moi. Là, je vous sépare en 2, et puis on fait l'expérience, et au bout de 5 jours, on voit ce qui se passe. J'espère que vous serez dans le bon groupe. Ce qui est très important là-dedans, c'est qu'ils sont équivalents au départ. Ce qui fait dire aux chercheurs qui a mené cette expérimentation qu'en fait, il n'y a pas de pommes pourries. Il n'y a que des mauvais barils. En gros, c'est le cadre dans lequel on va placer les gens qui va faire qu'on va avoir des comportements de ce type-là qui vont ressortir. Ça tombe plutôt bien en tant que coach agile, travailler sur le cadre, c'est un peu mon travail. En gros, quand il y a des gens qui ont des comportements qui sont pas les bons, et quand je dis pas les bons, c'est pas ceux qu'on attend nous, en gros.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que potentiellement, c'est juste le cadre qui est pas bon. Il faut souvent s'attaquer au cadre et au système plutôt qu'essayer de changer les personnes. Je rappelle qu'on ne change pas quelqu'un. C'est lui qui va changer. On peut l'inciter, lui donner envie d'aller changer, mais on ne va pas changer une personne. Donc on va travailler sur le cadre pour éviter de pourrir les pommes. Parce que ce qui se passe, c'est quand il y en a une de pourrie, forcément, ça se répand. Comment modifier le cadre si on ne modifie pas les personnes? Enfin, le cadre d'un chef qui aime justement le pouvoir et qui va en abuser. C'est une très bonne question. Déjà, le premier point, je l'ai fait, c'est déjà la prise de conscience de la personne. Essayer de lui expliquer, de lui dire, voilà, prenons un peu de recul, discutons tous les deux. Parce que le manager qui agit comme ça, en général, il a des difficultés en face. Son équipe répond pas comme il veut. Ça se passe mal, la relation. Donc c'est aller lui dire, bah, ok, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut revivre ensemble la situation? Comment ça s'est passé, etc. Et lui faire prendre conscience. C'est lui qui va changer. On va pas le changer en lui disant, c'est pas bien ce que tu fais, t'es trop autoritaire, il faut pas, etc. Et s'il le sait, mais Après, il y a toujours 3% de psychopathes. Oui. Après, vous allez pouvoir travailler au maximum sur le cadre, essayer de changer quelques process dans l'équipe, etc. Lui faire prendre conscience, lui montrer régulièrement. Vous en avez discuté, et puis le comportement, il revient en réunion, lui faire un petit signe de attention, on a déjà parlé, etc. Ça peut se travailler. Après, oui, si c'est un psychopathe et qui veut pas changer, bah désolé. Voilà. On peut pas changer les gens de toute façon. C'est eux qui vont changer s'ils ont envie de le faire. Donc, je dis. Classiquement, la situation où il y a le groupe projet qui doit présenter où ils en sont au client. Donc ça, c'est une situation classique et généralement, il y a deux parties, l'équipe projet et le client. D'office, à partir du moment qu'il y a des groupes qui sont définis, il va y avoir un phénomène qu'on appelle la catégorisation sociale. C'est-à-dire que dès qu'on définit des personnes différentes, on va faire des catégories. On rassemble les personnes en catégories, c'est plus facile pour gérer le monde. On ne fait pas 1 milliard d'individus différents, on fait des catégories. Comme ça, vous avez des grands groupes, les Chinois, les Français, les Allemands, etc. Cette catégorisation, elle va avoir des conséquences. La première, c'est ce qu'on appelle le biais de contraste. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez considéré des groupes, dans votre tête, vous avez des groupes en réalité, eh bien, vous allez accentuer la différence, le contraste, entre les groupes. Par exemple, si je vous dis, imaginez que vos clients soient des Allemands, vous avez des stéréotypes qui interviennent ici au niveau des Allemands, et globalement, vous allez considérer que les Allemands sont très différents des Français. Deuxième phénomène qui va arriver, c'est les biais d'assimilation. Ces biais-là, c'est l'idée que dans chaque groupe va être perçu comme étant plus homogène. Au sein de chaque groupe, vous allez considérer que le groupe se ressemble. Les Allemands, ils sont comment? Vous considérez qu'ils sont plus identiques. Ils boivent tous de la bière, ils sont tous plutôt gros, ils ont tous des sandales, etc., avec des chaussettes. Et ça s'appelle aussi les stéréotypes. C'est comme ça notamment qu'on forme les stéréotypes. À partir du moment qu'il y a ces catégorisations sociales, ces stéréotypes, etc., ça va favoriser aussi du conflit intergroupe. Il y a du conflit entre les groupes. Pour différentes raisons, pour des questions notamment de lutte de pouvoir, etc. Et ça génère aussi ce qu'on appelle des préjugés et de la discrimination. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous placez les autres comme étant différents, que vous les catégorisez, vous avez des stéréotypes, etc., vous allez appliquer ce qu'on appelle de la formation d'impression, on va en parler dans un instant, des biais de confirmation, c'est-à-dire que vous allez plutôt chercher les éléments qui confirment vos attentes, on va en parler aussi dans un instant, et ce qu'on appelle aussi les prophéties autoréalisatrices. Ce principe-là, c'est un truc qui est assez évident, c'est vous voyez quelqu'un et vous considérez que de toute façon, il ne fera pas l'affaire, lui, d'accord, vous le revoyez pour un recrutement, et d'office, vous dites, il fait quoi, lui, ça, il a quoi comme formation, il vient de telle école, oh là là, cette école-là, oh, j'ai déjà vu des personnes, catégorisation, ils sont comme ça, ils sont tous comme ça, stéréotype, et là, vous commencez l'entretien, et vous ne le sentez pas de toute façon. Alors, vous faites votre entretien comment? Gentiment, bien? Non, vous êtes moins agréable, vous allez finalement avoir des comportements, vous n'allez pas en avoir conscience, mais vous allez avoir des comportements différents à son égard. Et lui, il va le ressentir. De manière non consciente également, il va le ressentir, et du coup, il va être moins bon. Et à la fin, vous direz, j'avais bien raison, non, il ne va pas du tout. Il n'a même pas su répondre à mes questions, mais vous avez agi différemment. Ça, c'est ce qu'on appelle les prophéties autorisatrices. Et donc maintenant, question de formation d'impression, comment est-ce qu'on se forme l'idée d'une personne? Comment on se forme une idée sur une personne? Première fois qu'on voit la personne, instantanément, on a plein de petites cases dans la tête. On va le mettre dans une catégorie. Catégorisation initiale, hop, c'est bon, on s'arrête là, fini, terminé. C'est fait. Et puis, si vraiment on a la motivation,
si vraiment on a envie de le faire, on a l'énergie, etc., peut-être parfois on va passer à la seconde étape. Seconde étape qui est, je vais essayer de confirmer que j'avais raison de le mettre dans cette case-là. Ah oui, je ne l'ai pas fait pour rien, si je l'ai mis là, c'est qu'il y avait des raisons. Donc on a des biais de confirmation, etc., qui vont venir perturber tout ça, et puis en général, je le laisse dans la case où je l'avais posé au départ, c'était très bien, j'avais raison, nickel. Parfois, j'arrive pas à catégoriser. Ça correspond pas. Du coup, il n'est pas vraiment. C'est un Allemand, mais en fait, je l'ai jamais vu avec des sandales et des chaussettes, quoi. C'est bizarre. Et ben, je vais faire une sous-catégorie. Il sera dans la catégorie des Allemands qui mettent pas de sandales avec des chaussettes. Voilà. C'est une sous-catégorie. Voilà. Donc là, j'en suis ici. Voilà. Et puis là, pareil, terminé. C'est bon, je lui ai fait sa catégorie. Il y en a d'autres qui vont le rejoindre après, ou il y en avait déjà avant, c'est très bien. Et vraiment, en dernier recours, si vraiment je fais d'énormes efforts, vraiment ça demande beaucoup d'efforts, je vais vraiment essayer de recatégoriser la personne. Je vais essayer de, si j'arrive pas à confirmer que vraiment elle appartient à cette sous-catégorie, ça ne matche pas finalement. Enfin, eh ben, je vais créer une case pour cette personne. Il sera tout seul dedans. Voilà. C'est plus un Allemand qui met des sandales ou pas, machin, c'est Gunther, c'est lui, je le connais, on a appris à se connaître, etc. Donc il va avoir droit à sa case pour lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas mal forcément de catégoriser les gens. On en a besoin. Il y a beaucoup trop de choses à gérer dans notre tête. Donc le fait d'avoir des cases, ça permet des raccourcis, des prises de décision qu'on ne saurait pas faire sinon. Par contre, quand on travaille dans une équipe, qu'on est 8, 7, des fois même on peut monter à 10, 12 personnes, si on s'arrête à ça, forcément ça ne va pas marcher. Quand on s'amuse, entre guillemets, à faire des serious games, des team building, à faire en sorte que les gens déjeunent ensemble, etc., c'est pas pour s'amuser. C'est pas pour que les gens se disent « Ah, c'est cool, on aime bien bosser ensemble ». C'est parce qu'on a envie que les gens ils traversent toutes ces étapes-là et qu'ils prennent le temps et qu'ils fassent l'effort d'arriver jusqu'à un jugement individualisant, que chaque personne soit différente. Plus les gens vont apprendre à se connaître, plus ils vont réussir à interagir correctement entre eux et être efficaces dans le travail en équipe. Donc les team building, c'est pas que pour s'amuser. Voilà. La rétrospective, règlement de compte, parfois, ça arrive. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce type de réunion ? Dans les rétrospectives, souvent, on va parler des problèmes qu'on a eus. Un des biais qui va survenir, c'est l'explication causale. On a besoin d'avoir un enchaînement de cause à effet. C'est beaucoup plus facile comme ça. Sauf qu'en fait, le monde est plus complexe que ça, souvent. On n'a pas forcément un enchaînement. Mais pourtant, on va essayer de le construire. Biais acteur-observateur, David va vous le présenter juste après. Favoritisme pro-endogroupe. Je vais avoir tendance à aller justifier par des causes internes la réussite de mon propre groupe. Et par contre, si c'est un autre groupe qui réussit, je vais plutôt avoir tendance à le justifier par des causes externes. Vous avez du bol. Inversement, quand ça va pas, c'est pas de notre faute, c'est des causes externes. Voilà. Et quand eux, ils ont réussi, aussi, ils ont eu du bol. Voilà. Ou si c'est un échec, c'est parce que vraiment, ils sont mauvais. Typiquement, ça, j'ai vu des articles sur des comités, des CODIR de grandes entreprises. Les années FAST, nous sommes un groupe super, on a les meilleurs éléments dans notre entreprise, c'est pour ça qu'on réussit, on est top. Les années où ça ne va pas, c'est la faute à la crise. Et ça s'est vu dans énormément de comptes rendus de comités comme ça. Donc c'est à tous les niveaux. L'erreur fondamentale d'attribution, on en parle après, c'est ça ? T'en parles après ? Ok. Alors, l'erreur fondamentale d'attribution. Donc, globalement, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on explique le comportement d'autrui. Pour expliquer le comportement d'autrui, on peut expliquer de deux manières. D'accord ? C'est-à-dire que si il se passe quelque chose, vous allez chercher à expliquer pourquoi ça se passe. Et il y a deux types d'explications principales, ce qu'on appelle des explications internes et d'autre part des explications externes. C'est-à-dire certaines qui sont centrées sur l'individu et d'autres qui sont centrées sur le contexte. L'erreur fondamentale d'attribution va montrer que très souvent, on fait une erreur au niveau de cette attribution et qu'on va expliquer les comportements de manière interne. Et pour ça, Ross et collègues vont utiliser ce qu'on appelle un quiz game, un peu comme dans Question pour un champion. C'est-à-dire on prend au hasard un questionneur, on prend au hasard un questionné, et on prend au hasard un observateur externe.
Et on va demander d'évaluer le niveau de culture générale des participants. C'est-à-dire qu'ils font un jeu de questions-réponses. Il y en a un qui a des petites fiches, un peu comme Julien Lepers là. Il a des petites fiches, l'autre il doit répondre aux questions. Après l'autre lui donne la bonne réponse. Et il y a quelqu'un extérieur qui fait que regarder. Alors selon vous, Julien Lepers, niveau culture générale, de 1 à 10, il est comment? Il est plutôt bon, hein. Bah, il répond à chaque fois aux questions, hein. Il a l'air bon. Alors, si on demande à ces participants, une fois qu'ils ont fait ce petit quiz, leur avis sur la culture générale du questionnaire, donc ici pour le questionnaire, ou du questionné, donc celui qui a essayé de répondre aux questions. Lorsque le questionneur, donc Julien Lepers, est amené à répondre à ça, donc il regarde ses propres, il doit évaluer ses propres capacités. Bon, c'est plutôt bon, hein. Globalement, je suis pas mal. En tant que questionné, quand le questionneur, donc Julien Lepers va estimer le questionné, il va dire bon, bah, il est normal, c'est pas facile les questions, voilà, il a une idée de ça. Lorsque le questionné, lui, il va devoir s'évaluer. Non, quand lui va évaluer le questionneur, donc le participant, en gros, évalue l'animateur. Il va dire quand même, hein, il a un bon niveau de culture générale. C'est tiré au hasard. Hein. Il le sait que c'est tiré au hasard. Quand il s'évalue lui, je suis pas très bon quand même, j'ai un peu échoué. L'observateur, lui, va faire quoi? Il est externe à la situation. Non, il n'a pas vécu la scène, etc. Mais il voit la situation. Encore plus biaisé. Le questionnaire, ouais, il est vraiment bon, le questionnaire. Le questionnaire, non, il n'est pas terrible quand même. Il n'est pas très bon. Hein. C'était difficile, mais il n'est pas très bon. Donc on va surestimer. On va attribuer la réussite des questions qui sont purement arbitraires. On a décidé aléatoirement qui allait être le questionneur. On va considérer que Julien Lepers a une bonne culture générale, alors qu'en fait, on n'en sait rien. C'est pas ça qui est évalué. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Changer les rôles, ouais. Mais dans la vraie vie d'une équipe où les gens sont en train de bosser et puis ça arrive. Réfléchir, ouais. Moi, en tant que coach, quand j'interviens, je suis là. Très souvent, j'observe, je regarde ce qui se passe. Très souvent, du coup, je vais être là. Donc déjà, moi, ma perception, il faut qu'elle change. Il faut que je fasse un effort en me disant, ouais, mais en fait, non. Égal, égal. Je sais pas, il faut que je m'enlève déjà certains trucs. De la même manière, faire comprendre à la personne que oui, t'as peut-être pas répondu à toutes les questions qu'on t'a posées, c'est pas grave. Essayer de réévaluer les gens, essayer de leur faire reprendre confiance en eux. Voilà. C'est vraiment, alors ce tableau, moi je l'ai déjà montré à pas mal d'équipes. Parce que les situations où on se retrouve là-dedans, il y en a un paquet. Alors ok, on n'a peut-être pas quelqu'un qui a les fiches. Il n'a pas non plus forcément les réponses, mais alors il va nous questionner. En gros, ouais, bah, t'es l'expert. Vas-y, réponds, toi, t'es l'expert. Et puis t'as pas su répondre, bah, finalement, bref, vous allez vous sentir nul, quoi. Voilà. Montrer ce tableau, ça permet aussi aux gens de prendre conscience. Ça passe beaucoup par ça. Là, c'est de faire prendre conscience aux gens de ce qui peut se passer, de ce qui détermine leur comportement. Si vous arrivez à leur faire passer le message que bah, des fois, il y a des trucs, c'est pas réfléchi, c'est induit, c'est comme ça, on est câblé comme ça va aider à prendre conscience et donc à changer les comportements. C'est juste pour c'est des tendances, c'est pas à 100% à chaque fois. Donc on peut changer ces choses-là. Et justement, le fait de dire qu'en tant qu'observateur, on va se rééquilibrer, c'est pas une façon de se biaiser aussi? Parce que ça se trouve, le questionnaire était mauvais. Ah peut-être. Mais se dire, ah bah oui, mais vu que je suis observateur, de toute façon, je vais penser qu'il est mauvais. Donc dans ma tête, je vais dire, bah non, il est pas mauvais, il est bon, alors que Ouais. non, le mec, il est C'est vrai. Et du coup, je vais me dire, c'est peut-être que je suis en termes de, j'ai pas à juger peut-être aussi. Alors, en quoi ça me concerne moi de le juger? Le vrai fait surtout, c'est que le biais existe dans la mesure où on va davantage expliquer les comportements de manière interne, que ce soit positif ou négatif. Quelqu'un qui réussit quelque chose, on va réduire l'importance du contexte et considérer que ça vient de lui. Il est vraiment bon. Et même chose lorsque quelqu'un échoue. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut se dire, c'est un biais naturel qu'il faut du coup essayer de corriger. Il faut du temps parce qu'on a cette tendance naturelle à faire de l'attribution interne. Surtout ça en fait. Je vais expliquer. Si vous voulez, on prend le temps d'expliquer après. Ouais, bah. J'en ai déjà expliqué. Ouais. Bah sinon, vas-y maintenant. Maintenant, Allez. en fait, donc, Il nous voilà, reste un peu quand de on temps. explique les comportements, donc on explique soit de manière interne, soit externe. C'est-à-dire qu'on a tendance à expliquer soit ça vient de l'individu responsable, soit ça vient de la situation. Il y a des éléments du contexte qui l'ont amené à agir comme ça.
Un exemple très simple. Imaginons, j'ai failli vous le faire, puis j'ai hésité quand même. Imaginons que soudainement, je sorte et je claque la porte. On a une situation qui est inhabituelle. Vous allez directement essayer d'expliquer ce comportement et chercher une explication. Ça, c'est naturel. C'est-à-dire qu'on cherche des explications aux événements, et pour ça, vous allez soit expliquer de manière interne ou externe. Il y a d'autres termes qu'on peut utiliser pour interne-externe, c'est-à-dire c'est soit dispositionnel, ça renvoie à des dispositions de l'individu, de la personnalité, il est un peu bizarre, voilà. Ou alors, vous allez renvoyer ça à ce qu'on appelle des explications situationnelles. C'est la situation, doit y avoir un événement qui l'a amené à faire ça. Il a peut-être entendu quelque chose, il veut vérifier, quelque chose comme ça. Donc c'est ça ce qui va arriver. Le fait est que, généralement, on fait des explications internes. On a une tendance naturelle à aller vers l'explication interne. On peut peut-être expliquer l'exemple de la personne qui arrive en retard. Oui. Alors, oui, ça c'est encore le plus simple. Ça c'est biais acteur-observateur. Imaginons que vous arriviez... Non, pas vous arriviez. Première journée de travail. OK, nouveau service, nouveau groupe. Réunion, vous avez la réunion, puis une personne qui arrive avec 15 minutes de retard. Bon, elle arrive, elle s'installe. Okay. Deuxième jour, pareil, 15 minutes de retard. Rien qu'au deuxième jour, vous faites une idée de la personne. Vous dites quoi? La pauvre, elle n'a pas dû avoir de chance avec son métro? Non, vous dites, elle a pas l'air sérieuse, celle-ci, elle est toujours à la bourre. Ou celui-ci. Okay, donc ça, c'est l'explication interne. D'accord? Donc là, on a tendance, pour autrui, à expliquer de manière interne. Imaginons maintenant que ce soit vous, cette personne qui arrivait 2 fois en retard. Alors, sauf si vous avez une tendance à être naturellement toujours en retard, vous allez pouvoir à ce moment-là avoir plein de justifications, plein d'explications. Vous dire, il y a eu un problème avec le réveil, vraiment, c'était la galère. La nourrice a eu un souci. Les transports, c'était la misère. Et là, vous avez plein d'explications. Donc pour vous, c'est le biais acteur-observateur. Quand il s'agit de vous expliquer, c'est plus facile de trouver des causes externes. Quand il s'agit d'explications d'autrui, majoritairement interne. Et il y a une tendance générale qui est d'expliquer de manière interne les comportements. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'explication causale. Et on arrive au terme de la semaine avec Régis qui fait son bilan. Dure semaine, hein. Dure semaine. Régis, il fait ce qu'il peut, mais dure semaine, hein. C'est pas facile tous les jours. En fait, pas tel qu'on l'imaginait, Régis, c'est un peu vous, c'est un peu moi. Il fait comme il peut. Et il vit ces situations-là, il les subit souvent, comme nous. En fait, on a tendance à sous-estimer tout ce qui se passe autour de nous, de la situation en tant que telle. À se dire, c'est moi qui décide. C'est moi, je sais ce que je fais et quand même je réfléchis. Et en fait, la conclusion, c'est qu'on est tous un peu Régis. Et que la situation, elle agit forcément sur nos comportements, qu'on le veuille ou non. Là, vous allez sortir de là en vous disant, ah, super, non, je le sais. Vous allez faire pareil. Peut-être un peu moins. Et puis, ça se travaille, etc. Mais le fait d'en avoir conscience, ça va peut-être vous permettre de vous détecter ce genre de situation, d'essayer d'agir dessus. Donc, je reviens sur cette phrase. C'est la phrase, si vous devez en retenir qu'une, c'est celle-là. C'est que nos comportements sont déterminés par le contexte social dans lequel nous évoluons, sans même nous en rendre compte. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de gommer la fin de sans même nous en rendre compte. On va essayer de s'en rendre compte, même a posteriori, de vous dire « Ah, j'étais là-dedans et j'ai fait ça, et la prochaine fois, je ferai plus attention. »